Bonjour à toutes et à toutes. Donc du coup, voilà, tu m'as présenté Antoine Dury, Schneider Electric. Je suis en charge d'une nouvelle offre de GTB Cloud qu'on vient de commercialiser en France pour les petits et moyens bâtiments. Donc en fait, on vient utiliser les technologies de l'IoT pour aller proposer des solutions aux petits et moyens bâtiments. Donc c'est une offre qui est commercialisée en France et dans le monde. Et en France depuis septembre l'année dernière. Tac. Alors ça doit être dans ce sens-là. Ah pardon, ouais. Tac. Vas-y, désolé. Donc j'avais prévu 2 slides sur la présentation de Schneider, mais a priori vous l'avez déjà eu. Donc on va pouvoir gagner un peu de temps là-dessus. Ah ouais, non, tac, c'est bon, tac, impeccable. Donc là, on passe rapidement, c'est ce qu'on a dû vous présenter aujourd'hui sur la présentation de Schneider. Juste un petit rappel sur le marché. Aujourd'hui, les tendances qu'on peut constater sur le marché du bâtiment en France et sur la répartition des bâtiments dans le parc immobilier français. Le premier point, je pense que c'est quelque chose auquel vous avez été confronté, que vous avez vu, dont vous avez entendu parler, c'est la partie décret BACS, la partie réglementaire, la partie décret tertiaire. Donc typiquement, ces décrets, depuis le 1er janvier, concernent les grands bâtiments, donc qui ont des puissances nominales supérieures à 290 kWh. Maintenant, ce qui se profile, c'est le deuxième point, c'est-à-dire qu'à partir de janvier 2027, les bâtiments qui ont une puissance nominale au-dessus de 70 kW vont être concernés par le décret BACS. Donc pour faire simple, le décret BACS, c'est la mise en place d'une GTB dans les bâtiments. Et finalement, quand on est sur ces puissances nominales, on peut considérer que l'ensemble des bâtiments tertiaires vont être confrontés à cette nouvelle réglementation. En plus du décret BACS, on a le décret tertiaire qui va aussi imposer un certain nombre de choses aux propriétaires de bâtiments pour réduire les consommations. En gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est 2030, moins 40% en termes de consommation. C'est important, ça se rapproche vite. Et les clients avec qui on discute aujourd'hui en ont conscience. Ils n'ont pas toujours le détail de ce qu'il y a derrière ces décrets. Mais en tout cas, ils savent qu'ils ont des choses à mettre en place et ils sont plutôt proactifs dans la mise en place de ces solutions. Le deuxième point... Le deuxième point qu'on constate, et là on va plutôt parler des grands groupes, c'est la mise en place de politiques RSE, donc la réduction de l'empreinte carbone, qui va se mettre en place. Vous voyez, là, on a un peu la ventilation des tailles de bâtiments. On va plutôt être sur les gros bâtiments, dans les grands groupes, qui ont la capacité de mettre en place des politiques RSE. Ensuite, on a une sensibilisation sur les consommations, sur la réduction de ces consommations, quelle que soit la taille du bâtiment. Aujourd'hui, en termes de coûts, on est sur des coûts qui sont de moins en moins maîtrisés. On a de moins en moins de visibilité sur les coûts de l'énergie. Donc il y a aussi une volonté de réduire ces consommations, en tout cas de les maîtriser. On a une contrefaite. Et finalement, la réduction des consommations, ce que nos clients nous disent, c'est super sympa de réduire les consommations, mais ça ne doit pas se faire au détriment du confort dans les bâtiments. Confort des salariés, confort des clients. Donc, bon, on a perdu le visuel, ça va revenir, je pense. Merci Guillaume pour ton intervention. Top. Ça permet de vérifier que tout le monde suit. Juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, quand vous prenez les grands bâtiments, en termes de consommation, en moyenne, on est entre 100 et 200 kWh par mètre carré par an. Vous avez visité le Hive entre midi et 2. On a un bâtiment qui est encore plus performant à Grenoble, qui s'appelle Intensity. Merci. C'est un des bâtiments qui est le plus performant en Europe. On est à 38 kWh par mètre carré par an. En comparaison, quand vous êtes sur ces segments-là, donc sur les petits et moyens bâtiments, en termes de consommation, on est entre 300 et 400 kWh par mètre carré par an.
Donc on est x10 par rapport à des bâtiments qui sont optimisés, qui sont pilotés, où on a des energy managers, où on a des GTB. Donc en fait, sur les plus gros segments de marché ici, sur les bâtiments de moins de 5000 m², 10 000 m², on a des gisements assez énormes pour aller chercher des économies et réduire l'empreinte carbone d'une partie du parc immobilier. Là, ce que vous avez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est passé en gris, mais c'est le taux de pénétration des GTB. Donc quand vous êtes sur les grands bâtiments, vous avez 84% de bâtiments qui sont équipés de GTB. Après, on a fait des études qui montrent qu'il y en a une sur deux qui est installée mais qui n'est pas exploitée, donc il y a encore des gisements à aller chercher. Par contre, quand vous êtes ici, c'est des bâtiments de moins de 5000 m², c'est moins de 15% qui sont équipés. Donc typiquement, il va être confronté au décret Bax. Et on a des consommations aujourd'hui qui sont importantes et sur lesquelles on va pouvoir travailler avec le déploiement de ces solutions. Alors, si on zoome maintenant sur ces 90% de bâtiments en nombre, 90% de petits et moyens bâtiments en France, donc sur ces 300 000 bâtiments, on est sur des bâtiments qui sont entre 500 et 5000 m². Vous avez quelques exemples ici de nature de bâtiments, donc on va être sur des chaînes de magasins, des chaînes de restauration, on va être sur des supermarchés. On a toute la partie petits et moyens bureaux aussi qui va être concernée et qui va être sur ce segment. Dans la santé, on va retrouver des maisons médicales, des EHPAD. On n'a pas de GTB et c'est des bâtiments qui vont être soumis au décret Bax. Et ensuite, on a tous les bâtiments publics, les mairies, les gymnases, les piscines, ce type de bâtiments. Et souvent, quand on pense petits et moyens bâtiments, on a tendance à faire un raccourci et penser petites et moyennes entreprises. En fait, la réalité du marché, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 30% de ces bâtiments qui sont détenus par des chaînes. Donc des chaînes de restauration. Vous levez la tête, vous voyez des McDo, KFC, enfin ce genre de propriétaires, donc plutôt des grands comptes. Et ensuite, on a 2/3 qui sont dans le diffus. Donc c'est des petits propriétaires de bâtiments qui ont entre 1, 10, 20 bâtiments. Et qui vont malgré tout être confrontés à ce décret. Au moins le décret Bax, c'est qu'ils vont être impactés aussi par le décret tertiaire. Et quand on discute avec ces clients, finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'ils ont entendu parler du décret Bax, qu'ils ont entendu parler du décret tertiaire, mais quand ils regardent les solutions qui existent, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, ils consultent, ils ont des choses qui sont... on leur fait des propositions à 100, 120 000 € pour pouvoir installer une GTB dans un petit bâtiment de 1000 m². Donc ils veulent des solutions qui soient accessibles pour eux, qui soient rentabilisées rapidement et qui leur permettent d'être conformes à ces décrets, Bax ou tertiaire. Après, ces propriétaires, ces exploitants, ce n'est pas forcément des experts. Donc ils veulent des interfaces qui soient simples, qui soient facilement accessibles. Ce n'est pas des energy managers, c'est des gens qui exploitent, c'est des gens qui gèrent des sites. Donc ils veulent des interfaces qui soient mobiles, qui soient simplifiées, qui soient facilement accessibles. Et puis souvent, on l'a mis un peu dans ce schéma-là, mais on est sur des approches multisites. On n'a pas un site à gérer, l'exploitant est souvent dans sa camionnette à gérer du multisite. Donc il a besoin d'avoir des accès à distance, il a besoin d'identifier les sites qui sont les moins performants pour passer du temps sur ces sites en priorité. Et donc ce que vous ne voyez pas, mais ce qui est écrit ici, c'est que finalement ces nouvelles générations de GTB Cloud, associé aux technologies de l'IoT, c'est une solution qui va permettre aux propriétaires des petits et moyens bâtiments d'aller se mettre en conformité au décret Bax et de travailler sur ces consommations, d'aller attaquer ces 300 kWh par mètre carré par an, parce que derrière, il y a des gisements potentiels d'économie, à la fois en termes de coûts et en termes d'impact carbone sur l'environnement. Donc en face de ça, en introduction, je vous ai expliqué qu'on avait lancé une offre chez Schneider pour les petits et moyens bâtiments, une offre de GTB Cloud. Donc c'est une offre qui s'appelle EcoStruxure Building Activate. Et vous avez les principales caractéristiques qui sont ici. Donc c'est des offres qui sont plus simples et moins chères à mettre en œuvre, pour 3 raisons, et ça rejoint, je pense, un certain nombre de présentations que vous avez eues aujourd'hui. On va pousser, autant que faire se peut, du sans fil. Du Zigbee, du LoRaWAN, du Wi-Fi, pour réduire les coûts d'investissement. Ensuite, on va être sur une GTB où on va limiter la partie programmation. On est sur du paramétrage.
Et ça a deux conséquences, c'est que ça va aller plus vite dans la mise en service et vous allez avoir besoin d'installateurs qui seront moins qualifiés pour la partie déploiement. Et finalement, quand vous regardez la filière aujourd'hui, un des freins majeurs pour le déploiement de ce type de solution dans les bâtiments, c'est la capacité des intégrateurs à aller mettre en place ces solutions. Donc l'idée, c'est de simplifier cette solution aussi dans le déploiement pour accélérer et donner un accès aux petits et moyens bâtiments sur ce type de solution. Et le troisième point, c'est qu'on est sur une solution qui est cloud. Donc typiquement, vous avez accès à distance. Plus besoin d'aller sur site pour faire la mise en service, plus besoin d'aller sur site pour faire le paramétrage. Vous pouvez tout faire à distance. C'est vrai dans la phase installation, c'est vrai aussi dans la phase exploitation, où typiquement, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un exploitant pourra à distance avoir accès à ces outils. Donc ça permet d'être conforme au décret BACS, ça permet d'être rentable assez rapidement, 15-20 000 euros pour un bâtiment de 500 mètres carrés. Si vous avez une consommation de 30 000 euros par an, le calcul est vite fait. Hein. Une GTB classée, vous faites entre 15 et 20% d'économies par an. Il y a un potentiel qui est hyper accessible pour aller chercher ces économies. En 2 ans, c'est des solutions qui sont rentabilisées. Ça permet d'être conforme au décret BACS et ça permet bien sûr, comme je le disais, d'avoir des accès à distance, multi-sites, à l'ensemble des données. Donc comment ça se passe concrètement ? On a 4 couches. Donc une couche qui va être la partie instrumentation. Et là, je vous montrerai des cas d'usage juste après pour vous montrer les capteurs qu'on va mettre en place pour aller chercher, enfin capteurs, actionneurs, contrôleurs, pour aller chercher ce type d'informations. Donc on va faire toute la partie comptage sous comptage. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, parce que c'est vrai que quand on est dans les grands bâtiments, et vous l'avez peut-être vu pendant la visite tout à l'heure, on a un outil qui permet de gérer la partie énergie. Donc chez nous, on a PME, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Et on a un outil qui permet de faire la GTB, la gestion technique du bâtiment. Quand on est dans les petits et moyens bâtiments, on n'a pas besoin de 12 outils, en fait. On a besoin d'un seul outil. À travers cet outil-là, vous accéderez à la fois à la partie énergie, monitoring, électricité, eau, gaz, comptage sous comptage. Vous allez pouvoir travailler sur les équipements critiques dans le bâtiment. Donc ça veut dire suivre les équipements critiques, être alerté en cas d'incident. Typiquement, on bosse énormément avec des supermarchés. Eux, un des gros postes de consommation, c'est toute la chaîne du froid. Et la peur qu'ils ont, c'est qu'il y ait une porte qui reste ouverte, une porte d'une chambre froide ou d'un congélateur. Et donc, grâce à ces solutions, à distance, on va pouvoir mettre des capteurs, paramétrer des alarmes pour que le propriétaire soit alerté si on a un problème sur la chaîne du froid. Quand vous êtes dans une concession automobile, bon, la partie électrification des véhicules est en balbutiement, mais ça commence à accélérer. Et pour eux, les concessionnaires, ce qui est de plus en plus important, c'est la partie borne de recharge. Donc ils souhaitent avoir des bornes qui soient toujours en fonctionnement pour pouvoir réagir si jamais il y a un problème. Donc ça fait partie de ces équipements critiques qu'on va aller mettre sous surveillance et qu'on mettra à disposition, enfin les données qu'on mettra à disposition de l'exploitant. Et après, on a toute la partie gestion du confort de zones. Donc ça peut être des zones de bureaux, ça peut être des zones de restauration, ça peut être des zones de clientèle, donc les zones de surface alimentaire, des choses comme ça. Et donc on va venir, et je vous montrerai tout à l'heure, chercher des variables pour assurer le confort dans les zones, température, humidité, CO2, etc. Et puis aussi, on va venir s'interfacer avec les unités terminales de production de chaud et de froid. Et là, c'est plus pour la maintenance, pour être en capacité d'améliorer la durée de vie de ces équipements et être sûr que ces équipements permettent d'atteindre les objectifs fixés en termes de chauffage et de climatisation. Donc là, on est sur la couche capteur. Ensuite, et c'est là qu'on on est sur une solution qui est un peu différente de ce qu'on connaît dans les GTB. On a une passerelle qui n'est pas un contrôleur. Et j'appuie bien là-dessus, c'est une passerelle IoT. Donc en fait, la passerelle va simplement faire le lien entre les capteurs et le back-end, Billing Activate, le back-end Schneider, pour récupérer les données. Elle a 2 fonctions. Donc en effet, elle va faire le lien. Elle va assurer la connectivité. Donc là, on a un petit modem embarqué. On peut, en intégrant une carte 4G, connecter donc l'ensemble de ces capteurs au cloud. On peut s'interfacer avec le réseau IT de nos clients. Et puis derrière, si on perd la connectivité, on a aussi l'aspect résilience dans ce produit. On va stocker en local les règles
les règles de la régulation de la CVC. Et en plus, on va pouvoir loguer les données en local pendant 1 ou 2 mois pour éviter de perdre les données qui seront émises pendant la durée de déconnexion. Après, ça va ouvrir un espace assez intéressant ici sur le cloud. C'est-à-dire que ces données-là, du moment où elles sont sur le cloud, on peut facilement créer des connecteurs avec d'autres solutions, que ce soit des solutions des GMAO qui permettent de gérer la maintenance pour récupérer les alarmes. Ça peut être aussi dans l'autre sens des données météo qu'on va récupérer au sein de la solution pour optimiser la régulation dans le bâtiment et anticiper les variations de température. Et derrière, on pourra aussi, on y travaille en ce moment, on vous a peut-être dit quelques mots là-dessus, mais mettre en place des algorithmes. Et là, on rentre dans le monde de l'AI pour aller chercher des choses finalement qui ne seraient pas visibles à l'œil nu en analysant les données, mais grâce à ces algos qui nous permettront d'aller chercher des économies supplémentaires en termes d'économie d'énergie. Et ensuite, vous avez la partie interface utilisateur. Donc là, typiquement, c'est le portail du client auquel le client final, l'exploitant, va pouvoir accéder en souscrivant à la solution. Le portail de mise en service pour nos partenaires. Donc là, on est sur la mise en service et éventuellement le diagnostic en cas de problème. Et la possibilité, on a créé une équipe qui est basée ici, un service bureau, où on a des experts énergéticiens qui, si les clients sont intéressés, pourront souscrire à un service de performance énergétique, de prise en main à distance de la GTB pour améliorer la performance du bâtiment. Donc si je vais un zoom plus loin sur les solutions qu'on va mettre en place, et j'ai pris ici 2 cas d'usage. Les 2 cas d'usage, c'est des choses qu'on est en train de déployer en ce moment chez nos clients. Donc ici, on a toute la partie qui est monitoring, donc comptage sous comptage, eau, électricité, gaz. Et c'est ce qu'on met en place en termes d'instrumentation chez nos clients sur ces fonctions-là. Donc on a bien sûr toute la partie électrique qu'on vous a peut-être montré, qui est, bon, c'est le métier de Schneider, avec une gamme qui s'appelle PowerTag, qui va être installée dans les tableaux. Donc c'est des petits capteurs, je voulais vous en ramener, je n'en ai pas trouvé, mais c'est pas grave. En gros, c'est quelque chose qui est assez petit, facile à mettre en place, qui est wireless et qui permet de récupérer les données de consommation, pas que, parce que ça permet aussi de récupérer des données électriques, courant, tension, puissance, etc. Ça s'installe facilement avec une gamme de puissance qui est assez large. Et on a un petit concentrateur ici, et ça c'est systématique, qui est dans le tableau, qui va récupérer l'ensemble des données des PowerTag pour pouvoir les exposer ensuite à la solution Billing Activate. Donc il y a quand même un peu de filaire. Donc il y a des solutions filaires pour se relier à notre passerelle en mode bus, ou alors on a aussi des protocoles, enfin on peut se connecter en Wi-Fi. Donc là ça dépendra aussi de la configuration du bâtiment et de la localisation de la partie des tableaux électriques, que ce soit les TGBT ou tableaux divisionnaires. Et ensuite, on va aller récupérer les consommations de gaz et les consommations d'eau. Souvent, on va être sur des capteurs LoRaWAN qui vont nous permettre de récupérer du comptage impulsionnel sur ce type d'équipement et de récupérer ces informations. Donc, ce n'est pas du Schneider. Le décret BACS impose d'avoir des solutions qui sont ouvertes et interopérables. Donc, typiquement, on va s'interfacer avec des capteurs LoRaWAN du marché que vous avez probablement vus pour la partie comptage au gaz en LoRaWAN et donc la partie toujours sans fil électrique en Zigbee, sur un écosystème Zigbee. Derrière, en termes de fonctions dans l'application, vous allez pouvoir accéder au suivi des consommations, vous pourrez analyser vos données de consommation et vous pourrez aussi comparer les sites les uns par rapport aux autres, comme je disais tout à l'heure, pour vous focaliser sur les sites qui sont les moins performants dans un premier temps. Donc ça, c'est le premier cas d'usage où l'IoT finalement va rendre assez simple et accessible toute la partie monitoring des consommations d'énergie, électricité au gaz. Et ça, c'est souvent la première brique que nous demandent nos clients. Avant de déployer la partie contrôle pilotage, on cherche déjà à comprendre comment on consomme et où est-ce que c'est intéressant de faire des actions pour réduire ces consommations. Typiquement, la semaine dernière, j'étais aux US. Cette partie, ça les intéresse pas du tout. Le kilowattheure est à 5 centimes. Il n'y a aucune réglementation en place. Donc, en gros, eux, ils veulent assurer le confort dans les bâtiments. Mettre la clim à fond l'hiver et chauffer à mort l'été. Non, l'inverse. non, quand même, ils sont... alors, je reprends. C'est pour vérifier que vous suiviez, mais c'est bien. Donc, mettre à fond la clim en été et le chauffage en hiver.
Et toute la partie comptage sous comptage, c'est des choses qui sont très attendues sur le marché européen, pas du tout sur le marché nord-américain. Donc deuxième cas d'usage, là on est sur la partie plutôt confort, CVC. Et on est toujours sur des solutions qui vont être majoritairement sans fil. Donc là on a pris un exemple sur un petit supermarché, mais ça peut être une chaîne de restaurants, on est à peu près sur les mêmes problématiques. Donc on a différentes zones, et ici on a mis les solutions qu'on installe. Donc typiquement ici on est sur une zone de bureau, on a un split, on a une unité extérieure, et en termes d'instrumentation, dans ces zones-là, on va mettre des smart thermostats qu'on va proposer chez Schneider, on va mettre des capteurs de confort sans fil, ici c'est du Zigbee, typiquement ça pourrait être aussi du LoRaWAN. Donc on va récupérer les mesures de CO2, de température, d'humidité, ça pourra faire du comptage aussi derrière, et capteurs de présence. Et on a aussi la possibilité d'avoir un capteur de présence dédié dans les différentes zones. Ensuite, on va venir s'interfacer avec les unités terminales, extérieures pour pouvoir optimiser leur fonctionnement. Donc ça, on est sur la zone bureau. Et derrière, on a la zone de l'espace de vente. Et cette fois-ci, dans l'espace de vente, en tout cas pour ce client-là, on a installé des capteurs en LoRaWAN, capteurs de confort, qui ont exactement les mêmes fonctions que les capteurs que vous pouvez voir dans la zone de bureau, sauf qu'il n'y a pas d'interface utilisateur ici. Tout est géré depuis l'application cloud, en termes de consigne de température, en termes de planification. Rien n'est géré en local. Dans les bureaux, ils souhaitaient mettre en place cette interface pour les salariés, pour qu'ils puissent facilement et éventuellement modifier la consigne, enfin faire des dérogations en local. Ici, l'interface, elle est sur l'application, donc rien n'est disponible en local pour pouvoir modifier la température de consigne. Et donc systématiquement, ici, on a toujours ce petit dongle qui va permettre de créer le réseau local en LoRaWAN, donc récupérer les éléments des capteurs en LoRaWAN qui sont installés dans les différentes zones. Et puis ensuite, on a cette passerelle qui va récupérer les informations des différents capteurs pour se connecter au back-end de notre solution Billing Activate. Et ce que je n'ai pas représenté ici, c'est que derrière, on a souvent une carte 4G embarquée pour connecter la solution au cloud. On parlait de cybersécurité tout à l'heure. On a énormément de clients qui disent non, on ne veut pas que ces solutions soient connectées à notre réseau. On veut un réseau hermétique séparé. Et dans ce cas-là, on a la possibilité, à travers un modem embarqué, de connecter les données à notre solution. Juste pour terminer, on change un peu de paradigme et des fois ça grince un peu parce que c'est des choses qui ne sont pas toujours, on va dire, acceptées chez les propriétaires de bâtiments et qui plus est chez les propriétaires de petits et moyens bâtiments. On est sur des approches SaaS. Donc il y a un abonnement récurrent, annuel, pour accéder aux données. Après ici, on est sur un service, c'est-à-dire que ce n'est pas un logiciel sur place. Il y a un service de stockage des données, on a un service support, on monitore la connectivité. Donc, on n'est pas simplement sur un accès à une application qui permette d'accéder aux données. C'est un service et c'est des choses que de plus en plus, finalement, et je trouve qu'en 2-3 ans, ça s'est quand même beaucoup transformé, que nos clients sont prêts à accepter. De rentrer dans un modèle où vous avez un modèle CAPEX à un modèle d'abonnement récurrent par rapport au nombre de sites qui sont instrumentés. Donc c'est cette partie logicielle. Et ensuite, il y a quand même quelque chose qui est assez puissant, c'est qu'une fois qu'on a la donnée, une fois que la donnée est mise à disposition, on peut vraiment aller plus loin pour nos clients, aller chercher à travers des algorithmes des économies supplémentaires et optimiser au maximum la performance de ces bâtiments. Et ce qui est génial, c'est qu'on va proposer les algorithmes qu'on a développés pour les grands bâtiments, qui sont déployés ici, dans le bâtiment que vous avez visité, et le mettre à disposition d'un petit bureau, d'un supermarché, ou d'un proxy market ou d'une chaîne de restauration. Eh bien, je crois que c'était mon dernier slide. Donc j'en ai fini, je vous remercie. Et si vous avez des questions. C'est une très bonne question. Alors, il y a une limite technique dans la passerelle.
On peut connecter jusqu'à 50 équipements et remonter jusqu'à 500 points de mesure. Après, c'est une solution qui a été conçue pour les petits et moyens bâtiments. Donc, on a des commerciaux qui nous disent « Non, mais on veut aussi la vendre dans un bâtiment de bureau qui fait 10 étages. » Et non, ce n'est pas pour ça qu'elle a été conçue. Et il y a des limites techniques qui nous permettent de rester sur le segment visé à travers cette solution. Après, il y a des notions de performance qu'il faut respecter. Et donc, ce n'est pas dans ce type de bâtiment qu'on pourra les proposer. Donc, on a des limites en termes de nombre d'équipements et de nombre de points. Alors là, je vois une question en ligne qui dit « Votre solution permet-elle à un client d'utiliser son propre réseau LoRa, incluant ses passerelles et son network server, donc le LNS, pour connecter les capteurs et transmettre les données soit vers votre serveur, soit vers sa propre plateforme IoT. L'idée serait d'exploiter l'infrastructure existante du client tout en conservant la possibilité d'intégrer les données dans votre système. » Ouais, c'est un super point aussi. Et de toute façon, le décret BACS, je le disais tout à l'heure, impose l'ouverture de ce type de solution à tous les capteurs qui sont déjà installés sur site. Donc si on a un réseau LoRa local qui a été déployé, en effet, on va s'intégrer et s'interfacer avec les gateways IoT LoRa qui seront en place sur le terrain, à travers des tables d'échange. Donc on vient s'interfacer en local. Par contre, on n'est pas sur le réseau public LoRa. On est vraiment, s'il y a un réseau local, on peut récupérer les données. Ouais. Oui, là, en l'occurrence, c'est une question d'une ville qu'on connaît bien parce que c'est un de nos clients qui a effectivement un réseau LoRa privé. Donc c'est des choses qu'on fait, on vient s'intégrer. Enfin, il y a souvent déjà des solutions, enfin des capteurs qui sont déployés sur ce type de bâtiment. Ouais. Ok. Y a-t-il une autre question? Merci. Vous avez des ordres de grandeur pour le coût par rapport à une GTB classique? Une GTB classique, alors c'est intéressant et on a cette chance chez Schneider d'avoir une GTB plus traditionnelle, une GTB avancée qui s'appelle EBO, EcoStructure Building Operation, que vous avez peut-être vu aussi ce midi. Et on a fait des chiffrages sur les deux solutions. On est entre 60-70% moins cher avec ce type de solution. Fonctionnellement, on est sur une GTB light, donc on n'a pas les mêmes fonctions. Mais pour ce type de bâtiment, ça suffit. Okay. Merci. Et si tu devais donner des chiffres, alors c'est quoi Parce que là, tu donnes des ratios. En termes de chiffres, aujourd'hui, on fait... Tu mets des frais uniques, par exemple. C'est quoi l'ordre de grandeur? C'est quelques centaines, quelques milliers d'euros, par exemple, le setup? On est sur... tout à l'heure, je vais vous montrer, je peux peut-être revenir en arrière, sur les différents types de bâtiments. Quand vous êtes sur un bâtiment qui va faire 500 mètres carrés, donc on est vraiment sur cette partie ici, voire en dessous de 1000 mètres carrés, on sera sur une GTB en termes de ticket d'entrée CAPEX qui sera autour de 15-20 000 euros, investissement initial. Quand vous êtes sur un bâtiment qui fait 5-7 000 mètres carrés, on sera plus entre 30 000 et 40 000 euros d'investissement initial. Quand vous êtes sur des GTB traditionnels, on est plutôt autour de 80-100 000 euros sur ce type de solution. D'accord, donc l'OPEX c'est dans l'ordre de 15 000, c'est ça que tu dis? CAPEX. Après, OPEX, c'est quelques centaines d'euros par site. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend du nombre de sites, mais c'est quelques centaines d'euros. D'accord, ok, merci. Tu as une autre question? Ok, vas-y. Dans la slide qu'on a vue tout à l'heure, on voit des équipements Schneider dans les armoires électriques et des cassettes de clim. Alors cassettes de clim. Dans la vraie vie, parce que je fais des audits BACS, on se retrouve avec des tableaux électriques qui ne sont pas de la marque Schneider et avec des cassettes de 4 marques différentes. Comment on interface? Alors, on a à travers ces power tags, les petits power tags qu'on appelle ROPE, qui permettent de s'interfacer avec des disjoncteurs qui sont de marques concurrentes. Donc, on n'a aucun problème par rapport à ça. Et puis, sur la partie cassette, ventilo-convecteur, rooftop, VRV, DRV, on a des bibliothèques en fait, qui permettent d'aller s'interfacer avec ces équipements, soit en direct, soit on va mettre des passerelles intermédiaires qui vont faire la connexion, qui vont décoder des équipements qui sont peut-être plus anciens, sur lesquels on ne sera pas capable de s'interfacer, et pour qu'on puisse facilement récupérer ces informations, qui ne sont pas Schneider. Merci. Donc en fait, on a une sorte de petit guide permettant de faire les bons relevés pour chiffrer une installation comme ça. Oui. Je crois qu'on a une question, il lève la main depuis un moment. Okay. Merci pour la présentation. Oui, ma question, c'est dans les exemples que vous avez pris d'entreprise, vos clients sont plutôt des petits utilisateurs, mais mono-locataires ou mono-utilisateurs en tout cas d'un bâtiment. Est-ce que les solutions elles seraient aussi adaptées dans un petit immeuble de bureau, mais avec de la multilocation?
Alors là, on va rentrer dans des schémas qui sont un peu plus complexes. Et c'est pour ça que dans le monde du real estate, on discute un peu avec tous les acteurs. Donc à la fois les foncières immobilières, les preneurs, les locataires, pour trouver le bon modèle. Dans certains cas, et c'est hyper hétérogène, dans certains cas, ça va être le bailleur, le propriétaire, la foncière, qui va mettre à disposition ce système. Et ensuite, il va faire la refacturation, qui va proposer du service au preneur. Dans d'autres cas, c'est le preneur qui va lui-même prendre la décision d'installer ce type de solution avec l'accord du propriétaire pour pouvoir gérer la partie énergie, confort dans ces bâtiments. Donc c'est hyper hétérogène, mais on a la capacité à discuter avec tous les acteurs. Nous, Schneider, en direct, c'est plutôt avec les foncières immobilières. Et après, on s'appuie sur des partenaires pour le diffus et pour des locataires sur des petites surfaces. Alors, je vais renvoyer la balle sur une petite question piège que j'ai eue tout à l'heure. T'avais réussi à répondre? Exactement. Au niveau du Matter, à quelle phase vous en êtes? Est-ce que vous regardez et sur quelle typologie de bâtiment il serait plus pertinent de déployer ce genre de techno? Ce genre de techno? Tout ce qui est Matter. Les technos résidentiels, en fait. C'est des technologies IoT résidentielles. C'est peut-être pas forcément à l'ordre du jour. Si. En fait, aujourd'hui, on a une offre, alors que vous n'avez pas vu ici, mais qui s'appelle Wiser, qui est proposée justement dans le résidentiel. On est sur du domestique, en effet, ouais. Mais je ne sais pas si c'était ta question. L'idée, c'est que on est en train, et donc on a une réunion d'ailleurs ce soir pour en parler. Donc, c'est des capteurs qui sont plus petits, moins chers, plus faciles à mettre en œuvre. En tout cas, chez Schneider, c'est des capteurs qui sont en Zigbee aussi. Et on est en train de travailler pour les intégrer dans notre écosystème. Il y a une raison simple à ça, c'est que ce qu'on ne voit pas et ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est qu'il y a toute la partie copro, qui a un marché qui est énorme, qui ressemble plus au résidentiel maison individuelle et qui va être concerné par ce type de solution et qu'on va chercher à adresser aussi. Donc on est dans cette optique d'exploration sur la partie récupération des technologies qui ont été déployées dans la maison, enfin dans la partie B2C. Dans les maisons individuelles. Ce n'est pas notre priorité à court terme, mais on commence à regarder parce que c'est moins cher, c'est plus facile à déployer, et finalement, sur du petit tertiaire, ça peut être adapté. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... et si je suis tombé dans le piège ou pas. Mais... en tout cas, c'est ce qu'on est en train de vivre, nous, en ce moment.